Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On revient dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, évidemment avec d'autres formats. Vous le voyez, grand merci d'ailleurs à Jenab Kamara, chef de cabinet du département qui nous offre ça en live. Merci à vous tous à l'international. Officiellement, c'est la rentrée scolaire et universitaire, donc ce mercredi 3 octobre en Guinée. Une rentrée qui intervient dans un contexte particulièrement tendu, le dit Titi. Le SLEG qui réclame un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants guinéens. Appelle et à partir d'aujourd'hui, donc une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, à nouveau, pas l'ombre d'un seul bachelier dans les universités privées qui continuent de croire à une volonté de pouvoir de les éteindre progressivement. Pendant ce temps, les frais d'inscription et un programme de formation payante dans les universités et instituts publics suscitent de la polémique. Quelle réforme attendue donc à l'occasion de cette rentrée universitaire? De quel acquis les autorités actuelles peuvent-elles se prévaloir? Pourquoi une formation payante dans les universités publiques? On continue le débat avec le ministre, avec nous dans ce studio qui n'est autre que Monsieur Abdoulaye Yoro Baldé, il faut le rappeler, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Le temps de continuer avec quelques auditeurs Mafoudia sur notre plateforme avant de continuer l'interview, évidemment. Alors, avec cette réaction du côté de Nzéré Koré. Bonjour les GG, c'est Suleiman Konaté, Dubreka plutôt, pour un gouvernement sérieux et soucieux du devenir de la nation. Le secteur de l'éducation reste une préoccupation essentielle, mais hélas, nos gouvernants sont plus préoccupés à se remplir les poches et à se maintenir au pouvoir qu'amorcer donc un véritable décollage politique, économique et social de la nation. Un Mansa qui veut détruire son pays, il commence par s'attaquer donc au système éducatif. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On continue le débat Mafoudia. Alors, avant la pause, monsieur le ministre, on parlait des frais d'inscription qui sont désormais élevés et vous expliquiez pourquoi cette augmentation. Mais ma question, est-ce que vous ne mettez pas les charrues avant les bœufs? Parce que vous parliez de bibliothèques, des recherches en ligne, et on sait aujourd'hui il y a des universités qui ne répondent pas à tous ces critères. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux étudiants? C'est-à-dire, l'argent là, comment est-ce que vous allez l'utiliser au début? Parce que quand on sait qu'on va payer, mais on ne va pas forcément bénéficier dès le départ de tous les avantages inclus dans ces frais. Déjà, au même moment, est-ce que c'est pas une augmentation de trop? Beaucoup dans l'opinion estiment que vous aurez pu procéder de manière graduelle. C'est-à-dire que en passant de 15 000 à 45 000 ou à 100 000, mais passer de 15 000 à 250 000 tout de go, c'est quand même, ça fait débat dans l'opinion. Déjà, il y a l'assurance maladie qui va entrer en vigueur. Ok. Et le livret universitaire également, la carte la biométrie également. Donc tout ça, c'est immédiatement. Mais comme je dis encore, nous venons cette année. Et prenez le budget des 3 ministères de l'éducation. C'est pratiquement près de 15% du budget national. Alors que les normes ailleurs, parce que ce qui devait être, c'est au moins les 30 à 40%. Le gap est grand. Ouais. Moi, j'ai étudié en Côte d'Ivoire où je suis né. À l'époque, c'est 40% du budget. On voit le résultat aujourd'hui. Oui. Parce que, comme l'a dit un auditeur, si tu veux détruire un pays, c'est pas les bombes, c'est l'éducation. Ouais. Ça a été aussi dit par un enseignant en Afrique du Sud, où d'ailleurs, c'est $3,000, on paye, n'est pas à leur niveau. Au Ghana, à côté, c'est encore presque dans les mêmes environs. Mais depuis tout ce temps que vous êtes à la tête du département. Mais nous avons été interpellés, mais il faut aller pas à pas. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a plusieurs chantiers. Si vous connaissez la crise profonde du système éducatif, je pense que vous allez nous tirer le chapeau parce qu'il faut aller pas à pas. On ne peut pas d'un seul coup ouvrir plusieurs fronts comme on le dit dans le langage. Mais comment comprenez-vous aujourd'hui, parce que les recteurs, on les a écoutés, quand je dis les recteurs, les propriétaires d'université, entre autres Ousmane Kaba. Vous parlez du privé alors? Vous parlez du privé? Oui, je parle du privé. Non, mais je pensais qu'on parlait toujours des inscriptions. Ok, je viens au privé, les formations payantes dans le public, n'est-ce pas? Je vais vous faire l'historique.
Et je vous donne cet arrêté qui a été signé en 2001 par le doyen Eugène Camara, qui institue les formations payantes dans les universités publiques. Oui. Donc ça fait 17 ans que ça se fait. Ça n'a pas commencé cette année, ça n'a pas commencé l'année dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté qu'il y a un peu d'abus et il y a une certaine concurrence déloyale vis-à-vis des universités privées. L'année dernière, par exemple, Symphonie a pris plus de 1000 étudiants en formation payante. J'ai convoqué le recteur de l'époque dans mon bureau pour dire que ce n'est pas normal. Et il m'a dit que c'est le responsable de la solidarité qui n'a pas suivi les instructions et celui-là a été suspendu pendant un moment. Et cette année, j'ai eu plusieurs discussions formelles et informelles avec des responsables d'universités privées qui disent qu'il faut nous aider à pouvoir continuer à fonctionner. Nous sommes ministres, notre ministère s'occupe et de l'enseignement public et de l'enseignement privé. Ils ne seront pas laissés de côté, je l'ai répété 1000 fois. Le rôle du privé, l'enseignement privé dans un pays est important. On le voit partout, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, nous avons décidé en ce moment de pourquoi nous en sommes partis à 3 millions. Les gens payent 1,5 million. 1,5 million, ça veut dire que tout le monde a accès, pratiquement. Alors que, par ailleurs, l'enseignement privé facture en moyenne aux alentours de 2,5 millions. Donc, ça fait une concurrence déloyale. Donc, cette année, on a dit, personne en dessous de 11 n'ira en formation payante dans une université publique, qui ont le droit de le faire. Je vous ai dit, le texte est là, qui a été signé depuis 2001 par le doyen Eugène Camara. Donc 11 de moyenne, la plupart des bacheliers, la majorité, près de 54%, sont aux alentours de 10. Ça, c'est un. Deuxièmement, le nombre de places est limité. Et je crois que j'ai entendu l'un de vos journalistes la dernière fois qui disait que c'est des classes à part. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est dans la même classe. Et on n'a pas ces infrastructures pour installer des gens à côté par rapport aux étudiants. Les grandes gueules. Et enfin, on a dit, pendant le conseil élargi de cabinet qui regroupe à la fois l'enseignement supérieur public, l'enseignement supérieur privé, les représentants étaient là, dont le vice-président de la CRESUP, qui représente l'enseignement supérieur privé, et nous ont pratiquement applaudi parce que on leur permet aujourd'hui de pouvoir recruter. Parce qu'à 3 millions, ce n'est pas tout le monde qui va aller s'inscrire dans les universités publiques et les filières sont limitées. À Gamal, par exemple, c'est biomédical et MIAGE où l'État n'oriente pas d'ailleurs. Et personne n'a le droit d'aller dans les filières d'ingénierie, comme à Polytechnique, c'est interdit. À Bokeh, l'école des mines, c'est interdit. À Mamou, l'Institut supérieur de technologie, c'est interdit. Donc c'est vraiment limité et les universités vont sur ce mot d'ordre-là. Mais moi, je voulais savoir qui est habilité à s'inscrire à ces cours. Est-ce que des gens, par exemple, qui ont eu le bac, qui n'ont pas été orientés, ou bien comment ça se passe? Qui est habilité à s'inscrire? Vous savez, il y a certains qui sont orientés là où on ne voulait pas y aller. Mais comme j'ai dit, l'orientation est faite de façon automatisée. On s'oriente en ligne. Personne n'interdit à quelqu'un de ne pas s'orienter. Donc certains vont à l'intérieur du pays, ils ne veulent pas y aller, ils vont dans des formations payantes, etc. Mais personne n'est interdit de s'orienter en ligne puisque vous êtes devant votre ordinateur. De partout le monde, vous pouvez vous orienter. J'ai du mal à comprendre quand vous dites que ce ne sont pas des classes à part, alors que vous indiquez bien dans le mot d'ordre, dans la note que vous transmettez au directeur d'institut, au recteur, que aucune université ne peut disposer de plus d'une classe. Et chaque classe, dans le cadre de cette formation payante, ne peut compter que 50 étudiants. Non, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un veut aller en banque finance en formation payante, l'université n'a pas le droit de prendre plus de 50 étudiants en banque et finance. C'est interdit, ils ne peuvent pas. Mais c'est les mêmes cours, c'est les mêmes professeurs, parce qu'on ne peut pas multiplier les professeurs. Là où nous avons des problèmes. Bien. Alors comment vous comprenez la réaction des fondateurs d'universités privées qui crient à la concurrence déloyale? Bon, je suis un peu étonné parce que vous venez à une réunion, un conseil élargi et qui concerne tout le monde. Et vous êtes d'accord sur la mesure, que vous avez applaudi d'ailleurs, et ensuite vous retenez pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Dans ce cas, si on revient à 1,5 million, ils n'auront personne. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, Hiro Baldé? Oui, pardon. Finalement, ces fondateurs, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Je ne sais pas. D'ailleurs, ils sont même, vous voyez, l'autorité d'assurance qualité, ils sont même représentés dans cet organisme-là, dans le conseil d'administration de l'Autorité nationale d'assurance qualité. C'est-à-dire, on n'a rien contre, au contraire. On essaie de les associer. Et il y a un dialogue permanent. Moi, je ne comprends pas. Peut-être c'est certains qui réagissent, mais pour le moment,
aucun ne m'a appelé pour dire non, cette mesure n'est pas. Au contraire, ce qu'on me dit, merci beaucoup, parce que celui qui n'a pas 11 ne pourra pas aller en formation payante, par exemple, dans les universités publiques. Alors, moi, je tiens beaucoup à ces frais d'inscription, les raisons pour lesquelles on les a augmentés. Vous parliez d'assurance maladie tout à l'heure. Dites-nous quelles sont les mesures qui sont prises parce que pour vraiment permettre aux étudiants d'en bénéficier, mais aussi pour la suite, les bibliothèques, le Wi-Fi dans les universités. Qu'est-ce qui est fait ici en ce moment pour permettre aux étudiants guinéens d'être au même niveau que les grandes universités? Qu'est-ce que vous avez entamé déjà? Merci pour votre question. D'abord, ça concerne que les nouveaux entrants. Les anciens continuent à payer la même chose jusqu'à ce que ça sorte. Donc, c'est les premières années, ceux qui rentrent en première année. Mais tous ceux qui sont en deuxième, troisième ou quatrième année continuent à payer comme avant. Vous savez, on vient de lancer, on va faire bientôt le déploiement. On travaille avec la Banque mondiale pour la généralisation des TIC dans l'enseignement et aussi permettre aux étudiants de suivre plus facilement leurs cours, qu'on soit en classe ou pas. Et donc le schéma directeur qui va être élaboré prendra en compte tous ces éléments-là. Non seulement l'accès aux technologies de l'information, par exemple, lorsqu'on aura tout fini, un professeur d'économie pourra rester à Zéro-Corée, donner des cours à d'autres ailleurs. Et l'étudiant pourra rester là où il veut pour suivre aussi ses cours. Il pourra suivre son cursus universitaire en ligne, comme ça se fait ailleurs. Oui. Moi, quand j'ai étudié à l'étranger, le professeur, je n'ai pas besoin de le voir, mes notes viennent en ligne, je suis. Mais tout ça, c'est payant, ça coûte de l'argent. Et comme je l'ai dit encore, l'enseignement supérieur, ça coûte cher dans tous les pays du monde. J'en discutais avec certains collègues et dans l'espace francophone, malheureusement, c'est là où tout est pratiquement gratuit et ça crée des problèmes. Vous prenez un étudiant aujourd'hui au Ghana, le niveau est très élevé, puisqu'on veut de la qualité. Ils peuvent faire venir des professeurs de très haut niveau parce qu'ils peuvent payer. L'université d'Accra, en 2015, a levé sur le marché financier 75 millions de dollars pour construire et des bibliothèques, et des laboratoires, et des dortoirs. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Parce que justement, les parents contribuent à l'éducation. Justement, qu'est-ce que vous faites de ce paysan qui nous occupe du côté de Lola, entre autres, qui n'a pas les moyens? Ça veut dire l'État délaisse tout simplement les étudiants. Non. Justement, c'est pour ça qu'on ne fait pas payer. L'université, n'oubliez pas, c'est toujours gratuit. Ça, c'est juste des frais d'inscription. Non, c'est gratuit, c'est pas des frais, c'est des frais d'inscription. Mais l'université, l'État continue à payer pour les étudiants. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Moi, je voulais parler des orientations. L'année dernière, l'État a décidé de ne plus orienter dans les universités privées. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on ne va plus jamais orienter dans les universités privées? Ça, c'est ma première question. Si cela continue, Monsieur le ministre, ça suppose que le public va recevoir plus de monde. Est-ce que les infrastructures répondent en termes d'effectifs ou bien il y a des perspectives, des constructions en vue? Très bien, merci pour cette question. Ça, j'oublie le cas de plus de 400 bacheliers qui n'ont pas été orientés. On en viendra. L'État n'a pas l'obligation d'orienter dans le privé, dans aucun pays, y compris en Guinée. Il n'y a aucun texte qui le dit. Et lorsque je suis venu, j'ai discuté avec les fondateurs d'universités privées. J'ai dit, votre business model, votre modèle économique n'est pas bon. Vous n'avez qu'un seul client. Admettons que Adafo ne tienne, votre radio n'a qu'un seul client. Le jour il arrête, vous êtes foutu. C'est clair. C'est pas normal. Nous sommes dans un environnement de compétition concurrentielle, c'est le secteur privé. Donc, il faut qu'ils puissent aller chercher leurs étudiants, comme ça se fait au Sénégal, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, au Maroc. Les Guinéens qui quittent ici vont payer plus cher, 4 000 $, 5 000 $ ailleurs. Pourquoi ne pas le faire ici dans nos universités privées si la qualité était bonne? Bien sûr, certains font des efforts. Je ne dis pas que tout n'est pas mauvais, ils font beaucoup d'efforts. Donc, l'État n'est pas obligé. Et on l'orientait parce qu'il y avait un problème de classe. En 2016, nous avons eu 36 000 bacheliers. Nous avons envoyé 5 000. Avant, ils disaient qu'il y avait 12 000 qu'on envoyait chaque année. Je leur ai demandé où est cette règle-là écrite, ça n'existe pas. Donc, en 2016, nous avons envoyé 5 000 à l'enseignement supérieur privé sur les 36 000. Oui. 2017, nous avons eu 23 000 admis. Alors que, vous voyez la différence déjà. Mathématiquement, nous avons orienté 31 000 dans le public. Si nous avons 23 000 admis,
pourquoi on va envoyer dans le public alors que nous avons de l'espace? Cette année, nous avons eu 21 000 admis, puisque maintenant, c'est les notes du bac qui comptent. Et on voit le niveau qui se relève un peu dans nos universités. Nous avons encore plus d'espace. Cette année, Symphonia, qui avait l'habitude de recevoir 7 000 étudiants, n'a reçu que 3 900, si j'ai bonne mémoire. Cancan a reçu également la même chose, alors qu'ils recevaient plus de 5 000 étudiants. Kindia recevait près de 4 000 à 5 000 étudiants. Ils ont reçu cette année 2 800 ou 2 900, etc., etc. Bokeh, puisque pour aller dans les écoles de mines et d'ingénierie, c'est 14 de moyenne minimum, et les places sont limitées. Bokeh, pour 60 places, n'a reçu que 54 étudiants. L'école de journalisme aussi, là aussi, on a mis la barre haute, mention assez bien minimum. Ils ont reçu que 30 et quelques étudiants. Donc, nous voulons aller vers l'excellence. On ne peut pas bâtir un pays en disant tout le monde doit aller à l'université. Et je rappelle aux gens, plusieurs chemins mènent à l'université. Dans certains pays, même les plus développés, beaucoup vont d'abord à l'enseignement technique et professionnel. Ils travaillent, après ils repartent à l'université, ce qui leur donne un pouvoir, ils capitalisent les grandes gueules. Lorsqu'ils vont sur le marché du travail, ils sont tout de suite pris. Donc, allons dans ce sens-là, allons vers la qualité, et nous avons les infrastructures, puisque Symphonia, il y a eu des constructions à Gamal, c'est toujours en cours, l'Abbé, il y en a eu aussi à Kindia, etc. Nous avons de la capacité pour accueillir. Et le président a décidé que chaque année maintenant, on va essayer d'accroître les infrastructures des universités. N'oubliez pas que de 2008 à maintenant, nous avons envoyé, en tout cas les fonds aux universités privées sont de l'ordre de 1500 milliards. Alors qu'on aurait pu construire avec des infrastructures. Alors, c'est important ce qu'il dit là, parce que moi, à entendre tout ça, j'ai mal à la tête ce matin. Je sais que c'est un business dans le département en ce qui concerne l'orientation de ces bacheliers. Aujourd'hui, j'ai écouté certains fondateurs à dire que on nous a un petit peu enlevé notre banane dans la bouche. Vous le savez très bien que ça existe, monsieur le ministre. Quand vous avez fait le recensement de ce côté-là, quel était le constat justement, parce que c'est important? Bon, il y a eu beaucoup de fictifs. Oui. Et d'ailleurs, c'est ces ressources économisées sur les fictifs que nous allons prendre. Et quelles sont les universités concernées? Mais sauf que toutes les universités. Sauf que vos données avaient été contestées. Toutes les universités. Oui, mais la réalité est là aujourd'hui. Oui, mais allez voir la réalité est là. Il faut le connaître. Les chiffres qui ont été sortis, qui ont été mis sur la place publique par le ministère, avaient été contestés par les c'est leur droit. C'est leur droit de contester. Je comprends très bien, monsieur le ministre, mais c'est tellement important la question, à savoir quelles sont les universités concernées, parce que quand vous dites que c'est toutes les universités, y compris même publiques aussi. Okay. Il y avait des fictifs dans les universités publiques aussi. Donc c'est pas le privé seulement on a fait. Et ça, c'est le business entre les fondateurs et le département. Bon, ça, je ne sais pas. Non, ça, monsieur le ministre, vous ne savez pas. Mais attendez. Ce que je sais, on a fait la biométrie. Et aujourd'hui, quand vous voyez le budget... Non, parce que d'autres ne comprennent pas. Vous savez, il y a des fondateurs. Je prends le cas de Dr Ousmane Kaba, qui est politique. Lui, il explique parce que on veut l'abattre. Voyez-vous ce que je veux dire? Non, mais c'est important, Titi. Moi, ça ne me fait pas rire. Dites-moi exactement, si on prend le cas de Kofi Annan, par exemple, il y a eu combien de fictifs, du côté de votre département? Personne ne veut abattre qui que ce soit. Je comprends très bien. Je n'ai plus les chiffres devant moi ici. Ça fait plus d'1 an maintenant, je n'ai plus les chiffres devant moi, mais toutes les universités, il y a des fictifs. Allez simplement vous en rendre compte. Je crois que votre collègue, c'est Mohamed Mara, qui est enseignant. Les grands il en a parlé, il vous en dira plus. Mais moi, je ne veux plus rentrer dans nous en avance. Non, mais c'est important, je veux plus les réformes, je veux dire les acquis du côté de votre département, c'est juste salutaire. Mais il y a un moment, vous l'avez dit tout de suite. Mais c'est important, la question de la mine est très importante. Je pense qu'il faut crever l'abcès, parce qu'il est clair, et je pense que c'est... Les grandes gueules. Il n'y a pas de doute là-dessus. Justement. Ces fonds importants qui donc échappaient au trésor public, c'était sur la base du business entre des fondateurs et des cadres au niveau du département. Bien sûr. Aujourd'hui que vous avez fait cet assainissement, que vous avez identifié donc un nombre important d'effectifs au niveau des universités à la fois publiques et privées, quelle assurance vous donnez à l'opinion que les fonds que vous allez récupérer, et que ces fonds donc vont servir à autre chose? Quelle est l'ampleur des ressources que vous récupérez? Monsieur Diallo, c'est une bonne question. Déjà, nous avons augmenté les fonds destinés à la formation des formateurs, que nous avons mis sur un compte unique et qui va permettre de... Parce que vous n'oubliez pas, plus de 80% des enseignants aujourd'hui, en tout cas moins de 20% le PhD, le doctorat. Donc ceux qui sont là,
Maintenant, il faut qu'on accélère la formation, sinon d'ici 3 ans, ça sera pas bon en termes de qualité de la formation. Et même nous avons demandé aux enseignants retraités de revenir, on leur signe des contrats pour continuer à enseigner. Nous avons demandé à l'ACTOC, qui est l'Association des cadres et techniciens guinéens d'origine, je crois que vous avez vu l'annonce sur le site, pour nous faire venir aussi des enseignants qui sont à l'étranger, des Guinéens qui veulent enseigner. Je crois qu'on a reçu un lot de 20 qui va arriver bientôt. On passe par l'ambassade. Même ceux qui sont aux États-Unis nous ont demandé la même chose, parce qu'il y a une course contre la montre au niveau du supérieur. Nous n'avons pas assez d'enseignants. Donc il faut former aussi ceux qui sont là. Et nous avons engagé les fonds. Certains ont commencé à aller en formation. D'autres, ce sera le master sur place pour aller très rapidement. Les infrastructures aussi, nous allons investir beaucoup d'infrastructures et les équipements. Très bientôt, on doit équiper les laboratoires qui sont à Farana pour justement qualifier notre système de fonds et de recherche également. Voilà, sûrement que vous n'avez pas répondu à la question d'Abakar Diallo. Les garanties. Les garanties et aussi une idée sur le montant des fonds que vous récupérez. Nous avons, à date, nous avons au moins 180 milliards que nous avons récupérés et qui va permettre de construire des infrastructures. Mais ce travail, ce trafic, s'il faut le dire, se faisait par des personnes tapies dans les départements. Est-ce que votre rôle s'est limité à faire le recensement biométrique et à ne pas pousser loin pour savoir quelles sont les personnes qui étaient derrière cela? Parce que c'est cela la Guinée le plus souvent. Ouais. On essaie de découvrir les magouilles qui se font, mais à l'impunité, on ne punit personne, ça encourage à continuer ces pratiques, monsieur le ministre. Vous avez raison, madame. L'après Yoro, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez raison, madame. Mais comme j'ai dit, la crise dans le secteur est très profonde. On ne peut pas s'occuper de tout à la fois. Moi, ce que j'ai dit, on trace une ligne rouge. Oui. Ce qui est passé est passé. Laissez-moi finir. On trace une ligne rouge et on continue à réformer. Ceux qui vont essayer comme vous le dites, de rentrer dans des combines, nous, on va arrêter tout de suite. Ouais. Mais nous sommes aussi en train de travailler sur les textes, justement, pour cet après-Euro, parce que moi, je ne serai pas là éternellement. Du jour au lendemain, je peux partir, un ministre, c'est comme ça, tu viens, tu t'en vas, et puis d'autres viennent. Mais faire en sorte que les fondamentaux soient solides pour que quiconque vienne suive cette même trace. Non, mais je comprends. Peut-être que vous avez une superbe équipe au niveau du cabinet, mais ce dont on parle ce matin, c'est de savoir les gens qui pratiquent cela dans votre département. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Qui était mêlé à ce voilà, je vous business. Dis encore. On parle de réconciliation, mais il faut d'abord la vérité. Non, je suis d'accord avec vous. Il faut identifier ces gens-là. Ou bien vous avez tout simplement fait de couper le mal à la racine et vous ne vous êtes plus occupé des acteurs. Comme j'ai dit, en stratégie militaire, il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Sinon, on vous détourne de l'essentiel. Concernés au niveau de votre département, vous les laissez et puis vous les surveillez. Mais justement, Non, c'est que moi, je vous dis encore une fois de plus. Oui. Il y a trop de combats à mener. Oui. On a très peu de ressources humaines de qualité dans l'administration. Oui. Et il faut éviter certains amalgames. Ça, mais c'est pas si les coupables sont toujours là, monsieur le ministre. Le travail, c'est pas... Moi, mon travail, c'était de mettre fin à ça. Mais c'est ce que je dis justement. Et qui sont coupables? Et ça risque de ne pas s'arrêter parce que justement, si les mêmes personnes sont au même poste, peut-être vous pensez qu'avec la biométrisation, c'est fini. Mais si les mêmes personnes, on peut trouver d'autres techniques et autres. C'est pourquoi ma question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un mécanisme? Les mêmes personnes ne sont pas là. Et aussi, justement, en plus, nous sommes, comme je vous ai dit, dans la réforme, dans la gouvernance, dans la gouvernance que nous voulons établir dans l'enseignement supérieur. Nous avons mis en place les conseils d'administration. Il n'est pas encore fini. On a juste fait le conseil d'administration de Gamal et de Bokeh. Les autres vont suivre. Nous allons pas à pas. Ce sera aussi le rôle des conseils d'administration de s'assurer que les ressources sont bien gérées au niveau des institutions. Vous dites que ces personnes ne sont pas là, monsieur le ministre. Je ne veux pas vous lâcher comme ça. Qui vous dit que ces personnes sont toujours là? Parce que vous dites que c'est du passé, il faut tourner la page. Et vous dites, en même temps, vous dites une chose et son contraire. Ces personnes ne sont pas là. Vous dites en même temps. En tout cas, à notre niveau, il y a eu un changement. Non. Je veux dire, il y a eu un décret qui a changé du cabinet. Tout a été restructuré. Donc, nous, on connaît tout. Et puis, c'est pas à moi. Voilà. Vous avez parlé des conseils d'administration au niveau de l'Institut de Bokeh, mais aussi de Gamal. Est-ce que ça devrait participer justement au même combat que vous avez engagé dans le cadre des déperditions, donc pour maîtriser les déperditions financières qui étaient constatées dans le cadre avec les universités privées. Est-ce que vous avez fait un travail pour comprendre comment les fonds que vous mettiez à la disposition, que le département ou le gouvernement met à la disposition des instituts et des universités,
que ces fonds sont bien gérés, parce que le constat révèle que ces recteurs, ces directeurs d'instituts, ce sont des cadres qui se sont, pour la plupart, dans le passé, beaucoup enrichis dans le cadre de l'utilisation, de la gestion des fonds mis à leur disposition. Quelles sont les dispositions que vous avez prises depuis que vous êtes là pour faire en sorte que les ressources affectées à ces institutions, à ces instituts et à ces universités publiques soient très bien gérées, monsieur le ministre? Justement, c'est l'un de nos axes stratégiques, c'est la gouvernance du système, dans les CA, dans la biométrie qu'on a mis en place. Le rôle des CA sera fondamental dans la gestion des universités. Mais au-delà, nous voulons utiliser les nouvelles technologies de l'information, comme ça se passe ailleurs. C'est-à-dire chaque franc sera suivi du début à la fin, et mettre aussi les instruments, les textes qui permettent les instruments de contrôle, et que ce soit au niveau des passations de marché, etc. Mais je répète encore, on vient de loin. Il y a les questions de mentalité qu'il faut changer. Ça sera un processus difficile, mais on pourra aboutir si on continue à faire l'effort nécessaire. Il faut se donner encore au moins 5 ans pour qu'on puisse arriver au niveau des autres, ailleurs, des autres universités où c'est complètement géré de façon autonome, mais avec une traçabilité, que ce soit des dépenses, que ce soit des recettes, etc. Bien. Le ministre Abdoulaye Yoro Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notre invité ce matin. Allez-y, Mafoudia. Alors, est-ce qu'il y a eu des réformes cette année au niveau du nombre d'étudiants par classe, quand on sait que des fois ils sont très nombreux, et évidemment ça ne permet pas, c'est pas un meilleur cadre pour apprendre. Et aussi, qu'en est-il du contenu des programmes de formation? Est-ce qu'à ce niveau aussi vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette année? Très bien. Au niveau des classes, je vous ai dit, on a moins de bacheliers qu'avant. Donc c'est sûr, logiquement, les effectifs vont être réduits dans beaucoup de classes. Maintenant, concernant les programmes, nous travaillons là-dessus. Et les anciennes classes où il y avait pléthore? Mais comme les gens sortent, gens qui sortent de l'université, donc au fur et à mesure que ça sort. C'est pas comme si c'est la dernière année seulement qui est concernée. Les grandes gueules. Je veux dire que l'année dernière, on a eu moins de bacheliers, on avait 36 000, on a aujourd'hui 23 000. Cette année, nous avons 21 000, donc au fur et à mesure, les classes s'allègent. Je vous donne l'exemple de Sonfonia, on avait 7 000 étudiants en première année. Cette année, on a 3 900, donc logiquement, il y a un allègement des effectifs dans les salles de classe. Maintenant, concernant les programmes, vous savez, on a mis dans cette réforme-là, quand il y a eu l'audit organisation du ministère, nous avons créé l'Autorité nationale d'assurance qualité, qui a travaillé sur les référentiels et aussi tous les programmes. Parce qu'il faut les adapter aux réalités de notre économie, mais aussi de l'économie mondiale. Et c'est à ce titre que nous avons engagé des discussions avec le secteur privé. Oui. Récemment, nous avons eu un déjeuner de travail puisque nous avons créé une filière transport logistique à Sonfonia. Nous avons une réunion avec les grands logisticiens du pays comme Bolloré, Maes, MSC, UMS, Total et d'autres aussi, je crois, très bien, si je manque, non, pour leur demander de contribuer à la formulation de ce programme. Il y a une réunion qui est prévue, je crois, aujourd'hui, avec leurs représentants, pour justement discuter de ça, et prendre aussi les étudiants en stage, et qu'à la fin de leurs études, ils puissent être opérationnels tout de suite. On l'a déjà fait avec l'une des banques de la place, toujours en banque finance, la filière banque finance de Sonfonia, et nous allons l'étendre à toutes les banques. Et d'ailleurs, on viendra vers vous, les médias, pour l'école de journalisme de Kountia, pour voir qu'est-ce que peut être votre apport dans la formulation des programmes et des normes dans ce domaine-là. Donc, on est en train de faire chaque domaine, ça après l'école des ingénieurs aussi. Les mines, c'est déjà fait pratiquement, puisque quand vous prenez le conseil même d'administration de Bokeh, il y a 4 miniers qui y sont. Gamal, il y a 3 privés, dont tous les présidents des conseils d'œuvre du privé. Gamal, c'est le DG de Total, et ça sera ainsi pour toutes les universités. Donc, nous essayons de cadrer à la réalité du terrain pour que nos étudiants aient la meilleure formation possible et créer des filières professionnelles. Nous l'avons même fait aussi en santé, en ce qui concerne la diabétologie, avec le professeur Nabi, et des étudiants venant de l'Afrique sont dans ces programmes-là. Bien. Allez, des réactions des électeurs, monsieur le ministre, avant de continuer avec madame Yoro. Monsieur le ministre, on sait avec l'Institut Géomine qu'il y a un manque de tout en matière d'infrastructure. Qu'est-ce que vous faites de ce côté? C'est la question posée par l'auditeur. Malheureusement, c'est venu un petit peu en compte-goutte. Il y a d'autres questions aussi. D'autres questions aussi, je crois, d'un enseignant. Bonjour, monsieur le ministre. Comment comptez-vous
valoriser... Est-ce qu'on peut répondre question par question? Oui. Oui. Celui de Alors, Bokeh, lui, déjà. il s'inquiète un petit peu par rapport au Bokeh. géomine de Bokeh, hein, c'est bien Oui, cela. Bokeh, qui manquerait d'infrastructures. Ouais. Non, vous savez, on est en train de mettre au point des programmes de construction d'infrastructures. C'est vrai que quand vous allez à l'école des mines de Bokeh, et je le répète tout le temps, c'est pas Bokeh, c'est toutes nos universités pratiquement, ça n'a pas, excusez-moi du terme, comme on dit, la gueule d'université. Donc il faut que on puisse construire des infrastructures dignes de ce nom, et nous allons le faire un peu partout. En tout cas, c'est dans notre plan, dans notre programme. Donc, Ibrahim Adjari qui pose cette question. Bonjour Monsieur le ministre, comment comptez-vous valoriser l'enseignement supérieur alors que les laboratoires ne sont pratiquement pas équipés pour permettre aux enseignants de faire des recherches pour publier à l'international? C'est le cas du labo de technologie alimentaire de Gamal. Monsieur le ministre, où en est-on avec l'application de l'arrêté portant sur les différentes primes de grade des professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants? Ibrahim Il y a deux questions. Il a raison pour les laboratoires. Oui. Nous sommes tout à l'heure, je vous ai dit pour Farana, par exemple, nous allons équiper 2 laboratoires déjà sur 4. Bokeh vient de bénéficier d'équipements de laboratoires. Et Gamal aussi, nous sommes en train de rénover 3 laboratoires. Nous avons bénéficié d'équipements de labo, je crois en microbiologie. Et donc ça, c'est en cours. Le CERFIC que nous venons, le centre de recherche en épidémiologie, le CERFIC près de la faculté de médecine, qui est achevé aussi. Et nous avons le laboratoire intermédiaire de l'Institut Pasteur au sein de Gamal qui est achevé, où on pourra faire des recherches de très haut niveau en attendant la construction de l'Institut Pasteur lui-même à l'intérieur aussi de Gamal. Il y a des projets et des programmes en cours, mais je le répète encore, de là nous venons, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais nous sommes, les plus importants, nous sommes sur cette voie-là. Et comme je dis, les économies réalisées vont nous permettre d'équiper petit à petit nos laboratoires et institutions. Il y a cette question que je vous avais... Pardon? L'arrêté. Oui, l'arrêté, justement. Vous vous souvenez très bien, à l'époque, on a dû retirer l'arrêté parce que certains assistants disaient qu'ils n'étaient pas concernés. Mais dans tous les cas, nous comptons voir de quelle manière revaloriser la situation des enseignants. Et nous sommes au moins au niveau des heures supplémentaires, l'encadrement des thèses, et que ce soit en master ou en doctorat, revaloriser ces primes-là, y compris les primes d'enseignement des enseignants qui se déplacent d'université à une autre, aussi les valoriser pour donner du temps. Mais nous avons des programmes plus importants que je ne vais pas dévoiler ici, lorsque nous aurons les ressources, en tout cas pour faire en sorte que les enseignants et toutes les personnes d'encadrement soient dans les conditions meilleures pour faire leur travail. Allez-y, Madame Hiro. Il y a cet étudiant qui pose cette question. S'il vous plaît, demandez au ministre Hiro pour nous, les étudiants ayant eu des problèmes de transfert de Kofi Annan pour la faculté médicale de Gamal, car il ne parle plus de nous, s'il vous plaît. Actuellement, nous sommes sans situation. Oui, ils ont été orientés à Kofi ou à la source en médecine. Donc ils continuent leurs études là-bas. Je ne vois pas où est trop le problème. Bien. Il y a le cas, cet étudiant qui dit il y a des étudiants qui ont des projets de développement dans les universités qui sont en manque de structures de conseil et d'orientation. Très bien, ça c'est aussi intéressant et je crois que c'est la chef de cabinet qui est chargée de ce programme d'instituer les business labs dans les universités, et il y a aussi des discussions avec justement même la PIP, avec la PIP pour mettre des business labs dans les universités et aider les étudiants à monter des projets. Et ça c'est fondamental pour nous parce que on peut être étudiant, ne pas s'attendre à avoir un emploi, mais créer son propre emploi. Et c'est un programme qui est aussi en développement. Bien. Eh bien, bien sûr, on va essayer dès que ça sera sur place. D'ailleurs, Mamou, Vallée, qu'on fait avec, comment ça s'appelle, Diatrofa, pour les tablettes. Parce qu'on veut plus tard monter les tablettes à Mamou, mais aussi créer un écosystème où les gens peuvent venir sur place, s'installer et développer des modules dans tous les domaines. Et d'ailleurs, il y a une équipe de l'école de Mamou qui est en train de développer un logiciel qui va permettre de contrôler les présences sur place en classe. Bien. Allez, il me faut la dernière question. Alors, il y a la situation des étudiants au niveau des universités, surtout à l'intérieur du pays. C'est vrai, ils perçoivent leur pécule, mais après, apparemment, c'est très compliqué. Ce sont pour beaucoup des étudiants qui risquent de mourir de faim. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les choses de ce côté? Après, la deuxième question, vous allez peut-être me dire que ça ne vous concerne pas parce que c'est du côté de la présidence, mais il s'agit des étudiants boursiers à l'extérieur. On a entendu pas mal qui se sont plaints, qui ont pas mal de difficultés. Qu'est-ce que vous savez de leur
chaque semaine, il y a des plaintes comme ça. Bon, là, comme ils savent que ce n'est pas nous qui gérons les boursiers à l'extérieur, on ne reçoit pas ces plaintes-là. Ouais. Je l'apprends. Mais c'est sûr que lorsque j'ai été à Moscou la dernière fois avec une délégation, la question a été posée pour les bourses des étudiants à l'étranger. Ces bourses étaient au niveau du département avant. Avant, mais depuis 2012, ce n'est plus à notre niveau. Okay. Donc, il est difficile pour moi d'en parler parce que je ne maîtrise pas tous les contours de cette bourse. Mais je vais en parler à qui de droit pour voir dans quelle mesure on peut ramener cette question-là. Alors, quand même, sur les pécules, une augmentation ou pas, ou qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour améliorer la situation des étudiants? Il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Ouais. Les gens sont prêts à faire des mamaies, excusez-moi du terme, à dépenser des sommes énormes dans des mariages ou dans des baptêmes. Un baptême ici peut permettre de financer toute la scolarité de l'enfant. Et les gens sont prêts à aller s'endetter ou acheter des mèches brésiliennes ou quoi, ou indiennes, 2 millions, 3 millions. Et on est capable de donner le minimum de moyens à notre propre enfant pour s'éduquer. Il faut que les gens arrêtent ça. Rien n'est gratuit dans la vie. Quand c'est gratuit, c'est dangereux. Bien. Ouais, allez, deux questions rapidement sur les infrastructures. Quelle est la situation, quel est le constat global des infrastructures donc, au niveau de l'enseignement supérieur? Oui, vous en avez parlé. Concernant les non-orientés, là, déjà. Oui, les non-orientés, c'est vrai. C'est vrai, on oublie. Bon, vous avez orienté parce que vous nous avez tapé dessus. Il y a plus de 400, donc il y a plus de 400 bacheliers qui n'ont pas été orientés. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, les infrastructures. Quel est le constat global? Parce que beaucoup d'universités manquent d'infrastructures. Vous avez parlé du cas des infrastructures en construction à Gamal, mais aussi à l'Abbé. On sait que c'est un projet qui est confié à l'entreprise Gicopress. Pourquoi ça ne finit toujours pas, monsieur le ministre? Ça date de très très longtemps. Ces chantiers qui sont ouverts et qui ne finissent pas. Pourquoi? Troisièmement, il y a Saloubela Diallo, donc, qui est porté à la tête de cette structure d'assurance de qualité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que vous attendez réellement et comment vous avez accueilli la nomination de cet ancien ministre donc, qui est aujourd'hui éminemment politique? Comment vous avez accueilli sa nomination à la tête? Est-ce que c'est vous qui l'avez proposé? Écoutez, tous ceux qui sont dans les conseils d'administration, c'est selon certaines qualités. On ne peut pas dire parce qu'il est politique, il ne peut pas être dans un conseil d'administration. On a vu ça, c'est un enseignant aussi, c'est un médecin. Et dans l'assurance qualité, ça concerne tous les secteurs. Il y a même des étrangers qui sont dans ce conseil d'administration. Il y a un du Sénégal, je crois, un de la France ou deux de la France, parce qu'ils viennent avec une expertise. Oui. Donc c'est tout. C'est l'expertise que nous attirons. Si on a pris aussi certains directeurs d'entreprises privées, même étrangers, on veut qu'ils contribuent de façon positive à l'amélioration du système d'enseignement supérieur. C'est tout. Il n'y a pas autre considération. On voit l'expertise. Non, parce que vous avez dit qu'on vous a tapé dessus. Les non-orientés. Oui, les non-orientés. Bon, Madame Poëli, ou bien il faut lire ça. Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur de la Les grandes gueules. Il y a Alassane. Donc non, dis pas son nom. Bien. Monsieur, je viens très respectueusement auprès de votre autorité solliciter une demande d'orientation. En effet, monsieur le secrétaire général, j'ai été admis au baccalauréat unique session en 2017-2018, mais je n'ai pas été orienté. Grâce à l'un de mes grands qui m'a fait croire qu'il a fait mon orientation alors qu'il n'a pas fait en mangeant mon argent. Donc, je me suis rendu compte qu'à la dernière minute. En mangeant mon argent. Ouais, en espérant avoir de vous une suite favorable à ma requête, veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de mes sentiments distingués. Juste lire la raison, il lui l'a donné ici aussi. Et il dit, en effet, après l'examen, l'élève Ibrahima Souri Bangoura a voyagé et l'orientation des élèves admis a eu lieu à son insu. C'est donc à juste raison que je vous demande de bien vouloir orienter mon fils dans une université. Comme ça, certains soit ils disent ils sont malades, ils ne sont pas venus. Il y en a plein. Tout ça, je vous ai envoyé, tout ce lot. Mais il y en a beaucoup là-bas encore. Soit je suis malade, j'ai pas pu le faire, ou j'ai accompagné un parent qui était malade d'un lieu, ou j'ai voyagé. Alors que l'orientation se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. À partir du moment où vous avez accès à Internet, vous pouvez vous orienter. Mais malheureusement, certains ne le font pas, pour diverses raisons que vous venez de lire. Et d'autres, je ne vais pas vous lire ici, c'est incroyable. Ils ont dit simplement, bon, ils devaient faire un choix de 10, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait 6. Donc, effectivement, la machine
il y a des paramètres qui sont définis dans la machine. Si vous ne les respectez pas, vous ne serez pas orienté. Mais dans tout le cas, on a tous ces dossiers, on va les examiner et voir dans quelle mesure on peut les orienter. Justement, on parlait d'infrastructure aussi. On va parler du cas de l'abbé, par exemple, avec Guico Press, entre autres, des chantiers qui ne finissent pas. Mais Lamine, c'est important qu'ils disent, est-ce que vous allez les orienter? Qu'est-ce qui va se passer pour le cas de ces personnes qui n'ont pas été orientées? Il a dit qu'ils vont examiner la situation. On va examiner et n'oubliez pas, les étudiants ont 2 ans. Ils ont 2 ans pour s'orienter. Donc celui qui ne se rend pas cette année, l'année prochaine, il peut toujours s'orienter. Mais pour les cas qui sont là, nous allons les examiner favorablement. Le cas des infrastructures. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Il y a souvent des retards, il y a plusieurs types de raisons de part et d'autre, mais nous sommes en train de mettre la pression pour que les chantiers avancent. C'est un problème de fond? Un problème de financement? Il y avait un moment d'un problème de financement, mais nous venons de mettre de l'argent sur la table et là on est en train de mettre la pression sur l'entreprise pour aller plus vite. Alors il y a des projets extérieurs au département. Je veux un peu parler de mais vous n'avez pas fini. Vous avez aussi parlé de l'école d'hôtellerie. Il faut que je revienne sur ça. L'école d'hôtellerie, je crois qu'un de vos collègues ici avait bien répondu pour dire que c'est des formations. Le marché du travail n'a pas besoin au niveau supérieur. C'est plutôt des formations de techniciens. Et nous avons décidé de transférer ce type de formation à l'enseignement technique et professionnel. D'ailleurs, l'école vient... l'école d'équipe. Oui, lorsque les derniers étudiants vont sortir, on va fermer. Au même moment, monsieur le ministre. Non, au même moment, laissez-moi finir s'il vous plaît, si vous permettez. Non, parce qu'il y a un projet de formation de 200 guides. Oui, non, ça va se faire. Ça, on a prévu un mécanisme pour former les 300 guides qui ont été financés sur le fonds Booster les compétences. Mais en même temps, l'État vient de construire à Nongo l'école d'hôtellerie au niveau de l'enseignement professionnel et technique. Donc ça, c'est un problème déjà à régler. Ailleurs, c'est comme ça, c'est à l'enseignement technique. Donc l'école d'équipée... à la longue, oui. Dès qu'on aura fini la formation des 300... Elle va être affectée à quoi? Elle va servir à quoi finalement? Cette infrastructure? Non, l'infrastructure, on va la rendre. Bien, allez-y. Alors, vous me tendez la perche sur le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, ce sont des projets externes qui concernent pas mal de départements. Dites-nous, quelle est la nature de vos relations? Comment vous faites effectivement, comme le voudrait le projet, pour permettre aux jeunes d'avoir des formations qui répondent aux réalités du terrain? Comment ça se passe un peu, ces genres de collaboration? Bon, nous collaborons avec le ministère de la Jeunesse aussi et la GIP, qui ont un volet du projet Booster les compétences. Nous, notre volet est différent. Les fonds vont aux universités qui montent des projets pour améliorer justement la qualité de la formation et aussi permettre aux étudiants de bénéficier de certains appuis. Bien. On entendait parler de projets d'extension et de modernisation d'universités publiques. Lamine, c'est important. On avait cité le cas de Symphonia avec la coopération chinoise, bien entendu, où nous en sommes aujourd'hui avec ces projets. Bien. Vous savez, il y a une mission qui est arrivée de Chine. Et dans les négociations l'année dernière, vous savez, la Guinée est sous programme le Fonds monétaire. Donc le Fonds monétaire avait accepté que la Guinée puisse faire des prêts non conditionnels, c'est-à-dire des prêts commerciaux, jusqu'à un niveau de 600 millions de dollars. Oui. Mais en temps, il y a eu des urgences qui sont venues comme la voirie urbaine, la route nationale et autres. Et donc, là, à Beijing, ce qui a été accordé pour le moment, ce sont ces 2 ou 3, il y a un autre troisième projet que j'oublie, mais ça ne veut pas dire que les universités c'est fini. Le ministère des Finances doit aller négocier encore avec le Fonds monétaire pour relever le plafond, pour qu'on puisse prendre en compte ces universités. Mais puisque je vous ai dit qu'on a fait des économies en matière de biométrie, ces fonds-là vont être affectés, par exemple, pour commencer déjà à Cancan, dès que les études seront terminées. Voilà, monsieur le ministre Abdoulaye Robalde, notre invité ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.